les gars veulent libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international consacre la position du gouvernement. La récréation est terminée. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. Attaque du camp de l'ONU à Bangui. Un coup d'État serait en cours dans la capitale centrafricaine. Le camp de la base des casques bleus égyptiens et jordaniens à quelques centaines de mètres de la résidence du chef de l'État a été attaqué hier nuit par des assaillants. Une attaque menée sur 2 fronts et qui a duré une trentaine de minutes selon nos sources. La riposte des militaires égyptiens a repoussé les assaillants. Les tirs ont produit des échos entendus dans la ville. Certaines sources affirment que ce sont les ex-Séléka qui ont mené l'opération et que cette action aurait bel et bien été menée en représailles de l'opération Soukoula lancée par la MINUSCA au PK5 tôt dimanche. Mais d'autres sources plus introduites affirme que les assaillants ont voulu atteindre la résidence du président Faustin Archange Touadéra. Et l'interrogation principale sera, n'est-il pas temps de mettre sur pied une réelle armée centrafricaine capable de protéger les institutions et d'agir en toute légitimité? L'armée centrafricaine dont la restructuration est en cours ne nécessite-t-elle pas aujourd'hui une plus grande adhésion des différentes parties représentées en République centrafricaine? Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver en direct. Notre invité est Jean Gwem, géostratège, avec qui nous allons analyser bien sûr cette actualité. Merci de nous retrouver en direct. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de La Palabre Intellectuelle. Nous allons nous concentrer sur cette situation à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Je vous le disais il y a quelques secondes, eh bien, hier nuit, il y a eu une offensive lancée donc contre le camp contre un camp de la MINUSCA, en parlant ici bien sûr du camp du contingent égyptien et jordanien, non loin, à une centaine de mètres seulement de la résidence du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Des tirs ont été entendus aux 4 coins pratiquement de la ville. D'aucuns ont cru qu'il s'agissait là d'une tentative de coup d'État. On n'en est d'ailleurs pas très loin de cette spéculation selon des sources que nous avons pu consulter. Vous aurez tout cela dans le détail dans cette édition. Merci de nous retrouver en direct. Et avant toute chose, avant même d'introduire l'invité, je vous propose d'aller immédiatement sur place à Bangui où le Premier ministre fait le point sur cette offensive qui a été lancée précédemment en matinée par les casques bleus de l'ONU contre des groupes d'autodéfense qui sont accusés de rackettage des populations et d'autres crimes dans la région. Une offensive qui aurait conduit à cette attaque entendue hier soir. Suivons plutôt. Centrafricaines, centrafricains, chers compatriotes, la capitale centrafricaine vient d'être le théâtre ces dernières 48 heures d'événements dont les interprétations diverses et contradictoires méritent clarification de la part du gouvernement. Premier acte. En effet, les populations du kilomètre 5, situées dans le 3e arrondissement de Bangui, musulmans et non musulmans confondus, ayant longtemps souffert du diktat imposé par les criminels et bandits armés, ont demandé l'intervention de l'État et de la MINUSCA pour mettre hors d'état de nuire le nommé Mimeri Matar Djamous, alias Fox, avec toute sa bande. C'est ainsi que dans la nuit de samedi à dimanche, 8 avril 2018, la MINUSCA a déclenché, avec l'appui des forces de sécurité intérieure à 2 heures du matin, une opération de démantèlement des bases des milices et de désarmement forcé de ces criminels. Les tirs de sommation
de la MINUSCA ont fait déplacer les auteurs des crimes, mais n'ont pas conduit à leur arrestation. Bien au contraire, ces bandits armés en ont profité pour saccager le commissariat du 3e arrondissement et incendier des résidences privées au quartier Yakité. Deuxième acte. Dans la nuit du dimanche 8 avril, je voulais dire dimanche 8 avril, au lundi 9 avril, une bande de criminels armés a pris d'assaut vers 23 h la base des contingents de la MINUSCA derrière le camp Fidel Obrou. La vigoureuse riposte des soldats égyptiens a permis de mettre en déroute les agresseurs dont l'identité et les motivations ne sont pas connues. Le gouvernement a lancé les investigations nécessaires pour en connaître les auteurs afin de les mettre à la disposition de la justice de notre pays. Face à cette accumulation des faits, mettant en péril la sécurité publique, le gouvernement de la République voudrait rassurer la population que tout est mis en œuvre pour assurer sa sécurité de jour comme de nuit dans tous les arrondissements de la capitale et sur toute l'étendue du territoire national. Demande à tout citoyen de bonne foi de contacter les forces de défense et de sécurité pour toute information et comportement jugés insolites susceptibles de porter atteinte à la paix civile. Le gouvernement de la République mettra tout en œuvre pour que les miliciens et criminels répondent de leurs actes. Force reste à la loi. Je vous remercie. Et voilà, nous revenons sur le plateau de la palabre intellectuelle après avoir donc écouté Mathieu Simplice Sarandji, qui est le Premier ministre de la République centrafricaine. Et notre invité s'est déjà installé sur ce plateau, Jean Gouem. Vous êtes géostratège et avec vous, nous allons analyser les événements, ces derniers événements survenus dans la capitale centrafricaine et rappeler que selon des sources consultées, eh bien, ces personnes qui ont été mises en déroute, ces assaillants qui ont été mis en déroute après cette tentative autour du camp égyptien et jordanien, non loin du palais présidentiel, eh bien, ces personnes seraient toujours dans une situation de revenir encore à la riposte. Et nous tentons de comprendre ces événements avec vous. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Je crois que nous venons d'écouter le Premier ministre. Il y a eu deux attaques, une attaque dans la nuit de samedi à dimanche et une deuxième attaque dans la nuit de dimanche à lundi. Donc je pense que trop c'est trop. Et bien évidemment, quand on écoute très bien le Premier ministre, les investigations sont en cours. Son objectif, l'objectif du gouvernement actuel, c'est de rassurer la population et de mener les investigations. Alors, ces investigations ont pour objectif, bien évidemment, d'identifier quelles sont les forces, comme lui-même il a dit, les bandes armées. Et parce qu'aujourd'hui, nous avons les forces centrafricaines, FACA, qui sont là. Nous avons également les forces de l'ONU qui sont là. Donc, dans le cadre de la loi, en plus dans le cadre international qui a été mis en place, bien évidemment, toute autre action ne peut que être une action, je dirais, de rébellion. Et dans ce sens-là, le Premier ministre a tout à fait raison de mener les investigations et de faire en sorte que ces forces-là soient maîtrisées le plus vite possible. En tout cas, il faut que ça soit fait vite. Et j'en aurai terminé là pour le moment, parce que nous n'avons pas besoin d'une déstabilisation supplémentaire. Ça fait 10 ans que la République centrafricaine, qui est notre pays frère voisin, très voisin même, vit cette situation d'instabilité. Et aujourd'hui, plus que jamais, et quand un pays voisin est instable, nous devons exprimer, nous aussi Camerounais et d'autres, une crainte importante que cette instabilité puisse nous atteindre, ne serait-ce que par le fait qu'il faut recevoir les réfugiés
et par le fait que les bandes armées, comme il a dit, peuvent se réfugier quelque part au-delà de certaines frontières des pays frontaliers. Donc, ce qu'il dit, le Premier ministre, c'est très clair. Investigation en cours, il faut rassurer la population et faire en sorte que, bien évidemment, ces bandes soient identifiées et que les actions soient prises. Ce dont nous avons besoin, et j'en aurai terminé rapidement, c'est la stabilité de ce pays. On verra tout à l'heure dans quelles conditions ou dans quel contexte on peut arriver à amener ce pays à retrouver un début de stabilité. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons en parler tout à l'heure, Jean Gouem, et rappeler que et rappeler donc que ces personnes ces assaillants qui ont été mis en déroute ne seraient pas sortis de la capitale Bangui, selon des sources que nous avons consultées sur place. Des assaillants qui ont été attaqués, c'était au PK5 d'abord, très tôt, très tôt au petit matin du 8, une attaque qui visait donc à les déloger du PK5, là où ils menaient toutes sortes de pressions et d'exactions, des groupes qui ont donc été dispersés et qui seraient encore en train de tourner dans la capitale. Alors que faut-il faire concrètement pour être certain que ces groupes ne reviendront pas à la charge dans une autre attaque contre les institutions de la République et peut-être même le palais présidentiel? Je pense que dans l'immédiat, parce que là, il faut dans l'immédiat essayer de cerner bien évidemment ces attaquants. Donc, il appartient aux forces présentes dans le cadre de la loi et dans le cadre de ce qui a été mis en place au plan international, c'est-à-dire les forces de l'ONU, de cerner la capitale, même au-delà de la capitale, et de ratisser large de manière à ce que, eh bien, maison par maison, s'il y a des ressources disponibles, eh bien, maison par maison, faire en sorte qu'effectivement, on puisse trouver ces assaillants. Parce que la crainte est qu'ils reviennent, qu'ils se soient réfugiés quelque part, j'espère. Mais dans tous les cas de figure, ça me paraît quand même assez bizarre. Parce que normalement, on doit pouvoir identifier au moins les sources d'où ça vient. On connaît les bandes armées parce qu'il y a des bandes armées un peu partout qui viennent aussi du nord, etc. Mais leur objectif, il ne faut pas oublier leur objectif, c'est de s'attaquer à la capitale. Mais pour s'attaquer à la capitale, il faut d'abord attaquer les forces aujourd'hui qui font régner un minimum d'ordre, même si c'est vraiment le minimum d'ordre, il faut d'abord s'attaquer à ces forces-là. Et puis, dans la foulée, on s'attaque à la présidence, on s'attaque au gouvernement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à ce que les forces en présence de l'ONU et les forces du gouvernement puissent cerner la région, cerner vraiment au-delà, ceinturer au-delà de la capitale pour pouvoir ratisser large, maison après maison, de manière à identifier les fauteurs de troubles, parce que cette situation est grave. Nous ne pouvons pas, en Afrique centrale, continuer à faire comme si rien ne se passe dans ce pays. C'est un pays qui est instable depuis 10 ans. Et nous devons aider ce pays-là. On va en revenir tout à l'heure. Je pense d'ailleurs que dans l'immédiat, le gouvernement de l'Afrique centrale devait faire appel, tout simplement, à de nouvelles forces qui viennent alimenter les forces présentes, donc faire appel aux pays de l'Afrique centrale pour rapidement qu'il y ait des forces supplémentaires pour aider effectivement à ratisser large et à trouver les auteurs. Le président Faustin Archange Touadéra qui est dans une vaste politique de restructuration de l'armée centrafricaine, lui qui s'est engagé d'ailleurs à faire de cette armée non plus une armée de projection comme c'était le cas avec des hommes essentiellement stationnés au camp Kassai à Bangui, mais désormais il voudrait en faire une armée de garnison avec des camps militaires à travers le pays pour avoir des capacités de projection assez importante et donc être présent très rapidement au cœur de tout foyer de tension où des groupes parfois, n'est-ce pas, attaquent les populations civiles. N'est-il pas temps peut-être, Jean Gouem, que les pays de l'Afrique centrale accompagnent plus le président Touadéra dans cette voie-là, comme le fait d'ailleurs la Russie depuis pratiquement le mois de janvier à travers la formation et l'équipement en armes des soldats centrafricains? Je pense que nous avons un gouvernement qui a été installé dans la légalité, la stricte légalité, premièrement. Deuxièmement, il y a les forces de l'ONU qui sont sur place. Troisièmement, la solution centrafricaine n'est pas seulement militaire. Elle est à la fois une solution politique, une solution militaire et une solution économique. Dans les trois solutions, il est évident que même si les forces au-delà de l'Afrique, comme la Russie, est là en ce moment pour aider, ces solutions sont entre les mains des Africains. J'ai dit que c'est l'Afrique, l'Union africaine, qui doit impulser tout simplement stratégiquement les forces de la région de Centrafrique pour pouvoir apporter une solution à la fois
politique, une solution militaire et une solution économique. Donc voilà un peu les 3 types de solutions qu'il faut aborder si on veut créer la stabilité dans ce pays-là. Mais tout à l'heure, vous avez parlé, mon cher, de la mise en place des forces des garnisons. Oui, dans l'immédiat, il faut qu'il y ait des forces militaires légales qui soient approvisionnées à la fois par les armes, par les moyens, par les hommes, par des ressources de toute nature, par la région de l'Afrique centrale, si nécessaire au-delà de l'Afrique centrale, pour assurer la sécurité de l'intégrité des territoires de ce pays. Mais assurer la sécurité de l'intégrité de ce pays, c'est quoi? C'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et d'ailleurs ça se suggère déjà dans les milieux avertis, c'est-à-dire qu'il faut que dans les coins stratégiques, et même au-delà dans les coins stratégiques, au-delà même des frontières même, mettre en place, bien évidemment, des garnisons, à la fois gendarmerie et militaire. D'une part. D'autre part, lancer des politiques de concertation avec les forces des pays voisins aux frontières. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que, par exemple, le gouvernement de ce pays, de la République centrafricaine, discute avec le gouvernement, par exemple, du Cameroun, le Tchad et le Congo, les deux Congos d'ailleurs. Il y a aussi, à la frontière aussi, je pense, les deux Congos en tout cas, plus le Soudan, qui est aussi un pays frontalier. Donc, discute avec ces pays-là pour voir comment on peut sécuriser les frontières. Parce que seul, il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Donc, militairement, la mise en place d'une solution militaire par des garnisons stationnées un peu partout, alimentées par les pays de la région, de l'Afrique centrale, mais ça, c'est à l'intérieur de la zone centrafricaine. Mais au-delà, il y a des frontières. Il faut sécuriser ces frontières entre-sorties de manière à ce que les forces ne viennent pas des pays voisins pour pouvoir attaquer les garnisons. Donc, voilà comment il se fait. Au même moment, bien évidemment, rechercher bien évidemment l'appui de l'extérieur. Je crois que le gouvernement est en train de discuter d'ailleurs avec la Russie, qui a obtenu le support, l'accord partiel des États-Unis, de l'ONU, du Conseil de sécurité des Nations Unies, oui, pour lever partiellement l'embargo militaire et accompagner militairement ce pays. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Je rappelle, sur le plan militaire, il faut rapidement mettre en place des forces de garnison, gendarmerie et militaire, alimentées par, je dirais, les pays de la région. Mais quand je dis alimenté par les pays de la région, c'est sur différents plans. Sur le plan logistique et sur le plan des ressources humaines. Et sur le plan, je dirais, du commandement des ressources humaines. Parce que c'est un pays qui, en réalité, n'a jamais eu d'armée professionnelle. Donc, ils ont besoin stratégiquement, en termes de protection, en termes de sécurité de frontières, d'être conseillés. À partir du moment où ils ont des pays voisins, comme le Cameroun, comme le Tchad, qui sont des armées professionnelles. Donc, il faut que nous allons au secours. Donc, constituer cette armée, nous devons les aider à constituer cette armée professionnelle, mais au même moment, nous devons aussi aider la Centrafrique à sécuriser les frontières. Donc, voilà globalement. Et au même moment, il faut que le Conseil de sécurité, sous l'impulsion de l'Union africaine, c'est là où c'est important, le pôle Union africaine, puisse intervenir au niveau du Conseil de sécurité si nécessaire pour nous aider en termes de logistique, tout simplement pour sécuriser ce pays-là. Ce pays a besoin d'être sécurisé. Si on ne le fait pas aujourd'hui, ça fait trop longtemps que ça dure plus de 10 ans, eh bien le risque est que ça déborde bien évidemment dans nos pays. Et ça, c'est dangereux. Mais ça peut déborder dans nos pays sous différentes formes. Sous forme tout simplement des réfugiés qui abondent. Le Cameroun et les autres n'ont pas suffisamment de moyens pour supporter les réfugiés, même si ce sont nos frères et sœurs. Mais il faut des moyens économiques pour supporter tout ça. Donc nous avons tout intérêt à sécuriser ce pays par tous les moyens. Voilà ce que je propose au plan militaire. Mais j'ai dit très bien, la solution militaire immédiate doit être accompagnée au même moment, mise en place en parallèle avec la solution politique et la solution économique. En bref, la solution politique, c'est quoi? C'est une organisation administrative, démocratique de ce pays-là. Il faut voir, ça nécessite d'abord le rassemblement autour d'une table de toutes les forces vives de ce pays, à la fois militaires, forces civiles, forces, je dirais, des ethnies, parce qu'il y en a plusieurs, même s'ils parlent la même langue, ce pays-là. Et la solution économique, voir comment l'Union africaine et les forces et l'Union de la région, la zone CEMAC, peut aider ces pays économiquement pour pouvoir repartir. Parce que si l'économie ne repart pas dans ce pays, nous allons tomber encore dans cette instabilité. Mais l'économie est nécessaire pour stabiliser
un pays. Nous allons en parler tout à l'heure de ces problématiques qui se posent. J'ai dit économique, militaire et politique. Les trois vont ensemble. Merci à vous, Jean Gouem, géostratège. Et nous allons, quant à nous, rapidement ouvrir le standard de la télévision panafricaine pour vous permettre de nous retrouver en direct et de nous dire ce que vous pensez de ces événements survenus ces dernières 48 heures dans la capitale centrafricaine. Rappelez que, selon des sources consultées sur place, eh bien, le danger n'est pas encore complètement écarté parce que ces hommes qui ont été mis en déroute au PK5 et qui ont tenté dans la nuit donc de dimanche à lundi d'attaquer, qui ont mené une attaque contre un camp de l'ONU non loin du palais présidentiel, eh bien, ne serait pas très très loin, ce qui n'écarte pas définitivement la piste d'un danger qui surviendrait, qui pourrait encore survenir, se matérialiser, se manifester dans la capitale centrafricaine. Le standard est ouvert, vous nous retrouvez en direct et ensemble, nous commentons la situation sur place en République centrafricaine et vous rappelez que le Premier ministre chef du gouvernement en République centrafricaine est donc sorti sur les antennes de la télévision nationale. Vous avez suivi d'ailleurs tout à l'heure un extrait et dans cet extrait, eh bien, il rappelle que tous les moyens vont être mis en pratique pour que ces personnes soient rapidement retrouvées et donc poursuivies devant la justice de la République centrafricaine. Jean Gouem, eh bien, la justice n'est pas écartée parce qu'on se souvient que le gouvernement centrafricain également est dans une grande politique de restructuration de la justice, de réforme devant permettre à la justice eh bien, d'être à même de poursuivre toutes ces personnes qui mènent des crimes macabres dans le pays. Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on en va engager une stratégie de reconstruction, parce qu'il faut parler de reconstruction de ce pays, et tout est en état de délabrement dans ce pays. Et si on n'attaque pas la reconstruction dans les fondations même de ce pays, j'entends par là les fondations à la fois militaires et justice, les fondations économiques, les fondations administratives et politiques, il est bien évident que cette instabilité continuera à durer. Raison pour laquelle, effectivement, une restructuration est nécessaire. J'ajoute que ne nous faisons pas d'illusions. Les forces présentes en Centrafrique aujourd'hui, certes, peuvent se réunir, mais il faut que la Centrafrique et les forces vives présentes, concernées dans cette instabilité, soient sous la conduite, soit de l'Union africaine, mais surtout les pays de la sous-région, la CEMAC, parce que nous réunissons ensemble les mêmes critères, les mêmes caractéristiques, les mêmes identités au plan économique, au plan culturel, au plan, je dirais, identité sociale aussi. C'est les mêmes gens, c'est le même système politique dont nous devons accompagner ce pays. Alors, la sous-région qui doit accompagner la République centrafricaine, c'est ce que vous préconisez dans cette situation. On va rapidement prendre Robert qui est au standard. Il nous retrouve depuis la ville de Douala au Cameroun. Alors Robert, une action a été menée au PK5 conjointement par les forces de l'ONU et également les FACA, les forces armées centrafricaines. Alors est-ce que pour vous, ceci traduit, n'est-ce pas, cette capacité aujourd'hui de ces forces renouvelées avec bien sûr le soutien de la Russie à pouvoir être au rendez-vous des batailles importantes? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Robert, merci de nous retrouver en direct. Bon, moi, par rapport à ma réponse, moi, je ne comprends pas comment toutes ces forces-là, quand il y a l'ONU, il y a la MINUSCA, il y a même les forces de l'Union africaine, qui ne parviennent pas à stabiliser ce pays. Et le kilomètre 5, c'est des garçons tous les temps. C'est clair, il faut faire les prédicateurs. On a fait force armées. Comment force par force, on déloge tous ces criminels qui sont en train de mettre le pays en temps de nous. Merci à vous Robert. Et on reviendra tout à l'heure. On va dire que la MINUSCA, déjà, ce sont les Nations Unies. On va faire davantage de précisions tout à l'heure par rapport à votre intervention. Et toujours le standard. Vous nous retrouvez en direct à travers les différents numéros de téléphone. Vous nous retrouvez également par les réseaux sociaux, comme c'est le cas déjà avec Monsieur Ouedraogo qui nous retrouve depuis Sikasso. C'est Thomas Lee, bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir également à votre invité.
Et voilà, vous dire, moi ce que je vous dis ici, c'est que c'est déplorable d'apprendre que les Centrafricains n'ont pas encore compris et qu'ils en soient encore attaqués les institutions de leur pays. Il faudrait que force revienne à la loi, tel que vient de le dire le Premier ministre à la télévision, et donc simplement que force revienne à la loi parce qu'on est fatigué des coups d'État en Afrique. On ne doit plus jamais accepter cela. Force doit revenir à la loi, nous dit M. Ouedraogo, qui nous a retrouvés donc depuis la ville de Sikasso au Mali. Et toujours les réactions, en attendant bien sûr le standard, toujours les réactions. Une autre réaction, c'est celle de notre ami Brice, qui nous a déjà retrouvés depuis la ville de Lille en France. Bonsoir. Bonsoir également à tous les panafricains. La situation en Centrafrique, vraiment, bon, on va pas utiliser cette expression. Je suppose que vous vouliez simplement dire que c'est tout à fait déplorable qu'on en soit encore là. Et donc, pour lui, il faudrait que les rebelles soient poursuivis jusqu'au dernier retranchement et traduits devant la justice de la République centrafricaine, parce qu'il faudrait que l'État centrafricain soit par tous les moyens. Et voilà, bravo au président Faustin Archange Touadéra pour les efforts menés dans ce sens-là. Bravo également aux forces centrafricaines qui sont au combat pour l'élimination de ces différents groupes qui sèment la terreur dans le pays, nous dit notre ami Brice, qui nous a déjà retrouvé, donc sur Facebook Messenger. Prince Olivier, vous êtes également à Douala au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, défendeur. Bonsoir. Alors la situation à Bangui, les groupes ont été mis en déroute, mais ne sont pas très loin. Oui. Bon, c'est vraiment déplorable, ce qui est en train de se passer en Centrafrique. Mais je pense que quelque part, il y a peut-être un manque de volonté de la part de forces qui interviennent en Centrafrique. Parce qu'il est inimaginable que une bande armée soit bien cassée dans un quartier, que cette bande soit attaquée et qu'on dise qu'ils se sont dispersés ou tirent des sauvages. C'est-à-dire que ça ne fait pas. Comment on pouvait sauver un groupe de gens comme on a localisé qui se dispersent dans la nature? Ça, moi, je ne comprends pas quel est cet aspect qui est en train d'intervenir. Et parlant des pays de la sous-région africaine, c'est bien faux. Je pense que si jamais M. Touadéra, le président Touadéra, fait appel à cette terre, je ne crois pas qu'ils vont refuser de l'aider. Mais je ne crois pas que aujourd'hui, il ait fait appel. Donc, qu'il soit donc intéressé, et surtout Afrique Média qui a beaucoup de contacts avec lui, il propose de faire appel à cette terre pour qu'ils viennent l'aider à sécuriser la Centrafrique. Donc, ça ne signifie pas que les choses paraissent en train de se faire et qu'on dise les gens se sont après qu'on les ait attaqués, puis ils s'organisent pour aller encore attaquer une base de la MINUSCA, moins encore la République. Et entre-temps, ils se dispersent encore et se persistent se font dans la nature. Ça, franchement, c'est inexplicable. Non, je reviendrai. Et je dis encore une fois, voilà mon frère Langoué, que j'admire beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Prince Olivier, depuis la ville de Douala au Cameroun. Et toujours le standard, nous poursuivons. Comment peut-on parler de manque de volonté? Nous y reviendrons tout à l'heure, Jean Gouem, quand on sait que tout ceci survient alors qu'il y a eu bien sûr cette offensive menée conjointement par les FACA, les forces de défense centrafricaines, et la MINUSCA, donc pour déloger ces groupes hors la loi qui se retrouvaient donc au PK5. Nous en reviendrons le temps de prendre Demba Traoré, que nous n'avons pu écouter sur les plateaux de la télévision, en tout cas de la palabre intellectuelle, depuis un moment maintenant. Demba, bon retour à l'antenne. Bonsoir Guy Fondop. Bonsoir. Si vous ne m'entendez pas, c'est que j'ai des problèmes de connexion. C'est des problèmes de connexion. Je suis heureux de te retrouver. Ça ne veut pas dire que je ne vous suis pas, hein, je vous suis. Je salue aussi votre invité pour sa connaissance de l'Afrique et pour sa connaissance de la géopolitique. Mais vous voyez, l'Afrique a perdu ses valeurs parce que si on avait conservé nos valeurs, on n'aurait pas besoin de faire appel à d'autres qui sont à des milliers de kilomètres
ce sont les voisins, la priorité est donnée aux voisins. Ce sont les voisins qui me posent problème parce que j'ai l'impression que on s'assoit, on regarde l'autre se démener dans son problème et puis on lui dit il n'a qu'à se débrouiller. Mais non, mais vous avez compris ça. On est dans une géopolitique. Vous voyez ce qui se passe en Centrafrique, ça se passe au Mali, ça se passe un peu partout dans cette zone-là. Ça veut dire que c'est une conspiration. Du moment qu'on a constaté que c'est une conspiration, alors c'était le devoir de l'UA de prendre ses problèmes, mais vous connaissez l'UA. Donc, si l'UA ne le fait pas, en tout cas, les pays qui sont menacés directement par ce phénomène-là, moi je crois qu'ils n'ont même pas à réfléchir, ils doivent se mettre ensemble et s'occuper de leur sécurité. Ce n'est pas aux autres d'assurer notre sécurité, mais notre sécurité appartient à nous-mêmes. Il faut que la CEMAC comprenne cela, parce que s'ils ne comprennent pas cela, mais ils seront tous embrasés par justement ces prédateurs-là qui sont à l'intérieur même de nos pays. Alors, je vous remercie. Demba Traoré depuis Caille au Mali pour cette intervention et nous poursuivons toujours avec le standard de la télévision panafricaine. Vous nous retrouvez en direct et vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais il y a quelques instants, pour ceux qui nous suivent déjà sur Facebook Messenger, mais également sur WhatsApp. On va d'ailleurs en profiter pour saluer nos intervenants du groupe WhatsApp. On va saluer Patrice Kwangen qui est en Allemagne. On va saluer également le docteur Pourret. Vous qui êtes membre de ce groupe Appel sur le continent sur WhatsApp, nous vous saluons et vos réactions, notamment sur Facebook Messenger. On va prendre celle de Monsieur Fall qui nous retrouve donc depuis Dakar au Sénégal. Bonsoir à vous. En attendant, on va rapidement prendre cet appelant qui nous retrouve de Douala au Cameroun. Bonsoir. Clément, vous êtes à Douala. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne, Clément. Alors, que vous inspirent ces derniers événements qui nous parviennent de la République centrafricaine? Clément, est-ce que vous nous recevez? Allô? Bonsoir Clément, vous êtes à l'antenne. Ah, ok. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Fodo. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les africanistes du monde entier. Bonsoir. Oui, avant de revenir mais pas sur le sujet du jour, je voudrais un peu faire un tour d'espace sur la sortie du Premier ministre français qui a intimé l'ordre d'espoir au président malien de faire ce qu'il doit faire. Alors, je voudrais donc voir, je vois dans mon analyse que ce monsieur donc s'est ridiculisé au point même où un enfant de 2 ans ne peut pas réfléchir comme lui. Il ignore que l'Afrique évolue. L'Afrique évolue et veut son indépendance. Si déjà on voit au départ, son président est arrivé au Mali dès qu'il est élu et n'est même pas passé à la capitale. Il est passé directement au nord du Mali parce qu'il se voit déjà, il va dire dans sa tête que déjà le nord du Mali est déjà conquis. Alors, voilà maintenant que son Premier ministre profère des menaces au gouvernement malien de prendre toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, de contestation. Alors, nous disons maintenant à ce Premier ministre français que le Cameroun, le Mali, tout comme les autres pays africains, ont déjà les yeux ouverts et que le nord du Mali ne sera plus la propriété personnelle, n'est-ce pas, de la France. Pour passer donc à la thématique du jour, je voudrais seulement inviter tous les pays frontaliers de la Centrafrique de conjuguer tous les efforts pour que ce pays, n'est-ce pas, soit en paix.
Tant qu'il n'y a pas la paix en Centrafrique, alors les autres pays ne seront pas aussi en paix. C'est tout ce que je voulais dire, s'il vous plaît. Bonsoir et bonne continuation. Merci à vous pour votre intervention. On poursuit avec Amical Cabral qui nous retrouve. Bonsoir. Merci à vous pour votre intervention. Bonsoir Cabral, bonsoir. Bonsoir. Amical Cabral qui nous retrouve. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir à vous, chez Gifondop. Éloignez-vous du téléviseur Cabral, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, ok. Ça peut aller maintenant. Un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes d'Afrique Média. Merci. Il faut dire que la thématique du jour est encore plus intéressante que toutes les thématiques que nous débattons chaque jour. Et c'est ce qui fait vraiment le mérite d'Afrique Média. Il faut dire que le coup d'État qui serait en cours dans ce pays qui est la Centrafrique, c'est un pays qui est déstabilisé depuis même son accession aux indépendances. Et quand on dit que la sous-région, je parle de l'Afrique centrale, doit se mobiliser pour faire face à cette rébellion en cours là-bas, je pense que ce serait intéressant si on communique directement à travers les états-majors. Mais est-ce qu'il y a une telle communication? Quand nous levons, nous citoyens lambda, nous demandons à ce que ces états-là interviennent, est-ce que les états-majors de ces différents états-là vont le faire réellement? Je ne pense pas. On va rester là à observer, comme le disait tout à l'heure le doyen Dembaba, et un matin, on va nous dire que le régime en place en Centrafrique est tombé. Et c'est ce qui va arriver malheureusement. Donc vraiment, il faut qu'on se prenne au sérieux. Il va arriver un moment où l'unité qu'on demande tant, comme on l'a dit, s'unit ou malheureusement, qui commencent à s'unir. Donc, je disais comme ça que ceux qui vont décider de s'unir, ils vont tenter de s'unir et puis faire face à l'Occident impérialiste, parce qu'il y en a quand même qui sont nourris de bonnes intentions. Mais faire face à cet Occident impérialiste, parce que derrière ce coup d'État, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir simplement ces petits bandits qui ont les armes. Il faut voir la grosse entité qu'est la France-Afrique, pour voir la grosse entité qu'est le pouvoir français. On a vu comment ils sont intervenus avec diligence pour ce qu'ils ont appelé des frappes ciblées en Côte d'Ivoire, pour affaiblir le pouvoir en place. Sinon, la rébellion avait été boutée d'Abidjan. Mais ils ont fait ce qu'ils appelaient des frappes ciblées pour faire tomber le pouvoir d'Abidjan. On a vu ce qu'ils ont fait au Burkina Faso pour maintenir Blaise Compaoré longtemps au pouvoir. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a un mouvement sur un palais présidentiel, ce n'est pas la petite rébellion qu'il faut voir, mais il faut voir la force cachée. Donc si on est prêt à faire face à cette force cachée, qui est la France, il faut le dire, c'est l'armée française. Leurs bases qui sont dans nos différentes régions, dans nos différents pays, ce sont ces bases-là qui interviennent pour renverser nos pouvoirs. Et on nous présente une petite faction rebelle qui serait à la base de ces coups d'État. Donc, Gifondop, c'était justement mon point de vue concernant la thématique du jour. Passez une excellente soirée sur notre média et que nos téléspectateurs arrivent toujours en grand nombre et participent à ces débats. Merci à vous pour cette intervention. Et rappelez que dans à peu près 5 minutes maintenant, nous ferons un rappel de ce fait marquant de l'actualité qui nous vient de la République centrafricaine. Mohamed, vous nous retrouvez à l'instant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à l'antenne, Mohamed. De la République centrafricaine. Mohamed, vous nous retrouvez à l'instant. Mohamed, oui. Je vais intervenir, oui. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Alors, que vous inspirent donc ces faits qui nous proviennent de la RCA? Oui. Notre étonnement est la suivante. On sait qu'à Boïrak, il y a les anti-Balaka qui ont leur QG là-bas. Ici, au kilomètre 5, les musulmans ont leur QG. Mais subitement, le gouvernement et les MINUSCA ont décidé, c'est-à-dire de venir seulement désarmer ceux qui sont à 5 kilos. Donc, c'est ça notre étonnement et c'est ce qui a amené tous ces embrouilles. Au lieu que le gouvernement décide de les désarmer tous les deux, mais on décide d'abord de désarmer les musulmans. C'est pour ça que les musulmans ont refusé. On dit, bon, si on met des armes comme ça, les anti-Balaka vont venir nous attaquer. Bon, en tout cas, c'est ça, notre préoccupation. On n'arrive pas à comprendre. Alors, vous êtes certainement au kilomètre 5 au moment où vous nous parlez. Alors, l'opération... Oui. J'ai mes frères directement qui m'ont appelé et voilà, j'ai même les images de ce qui se passe sur le terrain.
Alors, pouvez-vous nous en dire alors un peu plus autour de ces faits, de cette offensive lancée par les forces gouvernementales et les Nations Unies dans la nuit du 8 au petit matin du 8 avril? En tout cas, ce qui s'est passé réellement, c'est que les musulmans ont été mécontents pour la simple raison. Le gouvernement a décidé et le MISCA ont décidé seulement qu'ils ont donné un ultimatum, c'est-à-dire aux gens qui sont au kilomètre 5, on va venir tel jour vous désarmer. Et sans toutefois qu'on leur dit, bon voilà, on va mener une opération conjointe, c'est-à-dire qu'on va désarmer les anti-Balaka, et puis vous aussi on va venir faire la même chose. En ce moment, il n'y aura pas de problème. Mais quand on décide seulement de laisser les anti-Balaka et venir seulement désarmer un côté, ce qui a révolté tous les musulmans ne sont pas d'accord, comment on peut faire ça? Voilà. Donc ils ont peur pour leur sécurité. Si on les désarme, ils donnent tous les armes et que les anti-Balaka viennent les attaquer, ils vont faire comment? Donc les gens font l'amalgame, on brandit, c'est-à-dire des situations politiques, et on oublie que voilà, la réalité c'est ça, on veut désarmer les gens de 5 kilos. Et ils ont dit non, nous on a nos armes ici parce que de temps en temps, on a des incursions des anti-Balaka la nuit, machin et tout ça, on se protège. Donc, alors, Mohamed, il a été dit que ces groupes d'autodéfense qui devaient être désarmés à tout prix ont commis des exactions sur les populations et que c'est cela la cause. Mais vous semblez affirmer le contraire. Voilà. Alors, de votre point de vue, oui. Alors, une dernière question peut-être. Alors, Bangui est pratiquement su à 100% aujourd'hui. Les patrouilles se font quasiment 24 heures sur 24. On a également les forces centrafricaines restructurées qui sont bel et bien en place. Alors, pourquoi ne pas faire confiance à toutes ces entités pour assurer votre sécurité? Pourquoi avez-vous encore peur des... C'est simplement, c'est ce que je suis en train de dire. Au lieu de passer d'abord une politique de communication en disant que voilà, en sensibilisant les gens, que voilà, écoutez, cette opération n'est pas seulement menée au kilomètre 5, on va faire, c'est-à-dire conjointement, on va faire aussi à Boïrap, on va désarmer les anti-Balaka et vous aussi également. Là, ça peut rassurer tout le monde. Mais on ne peut pas avoir des belligérants et on décide seulement de dire qu'on va seulement désarmer un côté et puis laisser un côté, non. Et c'est ça, ça veut dire que celui qui veut même faire ça, ça veut dire que sauf s'il a d'autres intentions, personne ne peut accepter ça. Parce que quand on explique même à un enfant de 7 ans, il ne peut pas admettre ce genre de situation, on est en belligérance de deux camps et tout le deux, on est armé. Maintenant, celui qui vient jouer l'arbitre, il commence d'abord à me désarmer et puis il dit qu'il va aller désarmer l'autre. Non, on nous désarme au même moment. Là, oui, c'est compréhensible. Là, ça peut calmer tout le monde. Et ça peut rassurer tout le monde. Merci à vous Mohamed pour cette correspondance donc depuis la République centrafricaine, depuis Bangui. On revient sur ce plateau à présent avec vous Jean Gouem, vous avez suivi. Alors la crainte serait venue de ce que, en tout cas si on s'en tient à ce que nous dit Mohamed, la crainte serait venue de ce que, une fois désarmés les groupes du PK5, les groupes d'autodéfense qui ont été considérés comme étant des bandits de grand chemin par les autorités sur place, craignaient qu'il n'y ait des représailles notamment de chrétiens, qu'il ne soient exposés à des attaques de chrétiens parce que désarmés. Je crois que c'est un point de vue qui vient d'être exprimé et que je comprends très bien. Je pense que toutes les parties, les musulmans, les chrétiens et d'autres d'ailleurs, chacune des parties est sensible, ultra sensible. C'est pour cela que quoi qu'on fasse, il faut une démarche portée par un arbitre qui est impartial. Sans cet arbitre qui est impartial, ça veut dire que c'est un arbitre qui n'a aucune raison, pas de parti pris dans ce pays. Cet arbitre ne peut venir d'ailleurs que de l'extérieur de ce pays. Soit cet arbitre est l'ONU, mais on a vu jusqu'à maintenant jusqu'où va l'ONU. Soit cet arbitre est représenté par l'Union africaine, c'est une grande force qui peut beaucoup apporter, mais soit cet arbitre est représenté et porté tout simplement par les forces, par les pays de la région. Donc, le problème que pose notre interlocuteur, notre panafricain, est tout à fait juste. Ça relève de la sens. Quand une guerre, une instabilité, une guerre qui dure depuis plus de 10 ans, qui touche des familles, parce que ça a provoqué l'éclatement des familles et
des hommes et des femmes qui cohabitaient ensemble, chrétiens et musulmans et d'autres ensemble. On arrive à un niveau de sensibilité tel qu'il suffit d'un seul mot pour mettre le feu. C'est ce qui se passe. Peut-être qu'il a suffi qu'on parle de désarmement des musulmans pour que les autres expriment une crainte et inversement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas échapper. On ne peut pas faire autrement. Donc maintenant, que doit-on faire? Je crois qu'il y a un état semblant d'état de droit qui existe. Force est à la loi qui existe actuellement. C'est quelque chose, c'est un embryon de quelque chose. On ne peut pas passer par-dessus comme si rien n'existait pas. Ça existe. C'est un fait. Il y a un certain nombre de forces militaires extérieures qui agissent au nom de l'ONU, qui sont là. Donc, c'est une situation réelle et réaliste et pragmatique qui existe. Je pense que si on veut aller beaucoup plus loin, si le gouvernement actuel de la RCA et son président de la République, je pense qu'il devrait tout simplement faire appel aux États voisins, parce que certes, il y a la zone CEMAC, mais il y a d'autres États voisins qui influencent aussi cette guerre-là. Il y a le Soudan, qui est frontalier. Il y a les autres pays de la zone CEMAC, le Tchad, etc., qui sont dans la zone CEMAC. Il y a le Cameroun. Il y a les deux Congos. Donc, il faut que le président actuel, au minimum, demande la réunion, une conférence, au minimum au niveau des ministres des Affaires étrangères, tout en proposant un agenda précis. Je crois que si l'Union africaine, si l'Union régionale, la CEMAC, pour le moment ne bouge pas, ou alors je ne sais pas ce qui se passe de manière secrète, parce qu'il y a aussi la diplomatie secrète. Mais il faut tout simplement que le gouvernement actuel, avec à sa tête le président de la République, fasse appel tout simplement à une conférence sous-régionale avec un agenda précis. Un agenda précis, c'est quoi? Ben, la RCA est instabilisée. Les conséquences, tôt ou tard, touchent déjà nos pays voisins. Mais comment justement penser que cela soit la solution quand on sait que tout a commencé par l'engagement des pays de la CEMAC? Il y a également eu l'Union africaine qui a mobilisé des forces dans le pays avant qu'il n'y ait le changement de béret pour porter celui des Nations Unies, d'ailleurs avec la création de la MISCA. Alors comment penser qu'en revenant encore aux institutions sous-régionales, qu'on puisse avoir la solution quand on sait qu'on est parti de là? Pour une raison très simple. Quand les pays de la région se sont engagés à l'époque, derrière cet engagement à l'époque, il faut s'en souvenir, il y avait des forces occultes. Il y a tout à l'heure un panafricain qui a parlé des forces occultes, qui ont tout intérêt que de mettre les braises et de déstabiliser la région. Donc il y avait l'ONU, il y avait les Occidentaux, etc. Et ce sont eux qui donnaient l'impulsion pour pouvoir organiser, soi-disant, pousser les pays de la zone CEMAC. D'une part. D'autre part, quand ils ont intervenu à l'époque et intervenir aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même environnement. Ils doivent tirer profit et enrichissement de ce qui s'est passé à l'époque. Troisièmement, mais on ne peut pas aller chercher, comme actuellement, il y a une présence de la Russie. Je ne condamne pas, d'autant plus que cette présence, elle est faite de manière partiellement régulière, sous le chapeau des Nations Unies. Mais il faut qu'on fasse appel. Je dis que nous ne pouvons pas échapper. Les solutions dans notre région sont les solutions qui doivent être trouvées par les acteurs de la région. Parce que de toute façon, nous sommes impliqués, qu'on le veuille ou pas, dans cette instabilité. Mais regardez les réfugiés, comme ils arrivent de partout. Ça peut provoquer des instabilités à la frontière. Regardez les attaques. D'où partent ces attaques? Mais au niveau des frontières, après ils se réfugient de l'autre côté. Et regardez nous-mêmes, au Cameroun, nous sommes touchés. Et regardez dans ces pays, le Congo, les deux Congos, ils sont touchés. C'est pour ça qu'une solution globale est nécessaire. J'ai dit une solution globale. C'est-à-dire qu'au moment où, et il appartient, comme je le dis tout à l'heure, il appartient au gouvernement de la RCA de convoquer d'urgence une réunion extraordinaire, au minimum des affaires étrangères, des ministres des Affaires étrangères. C'est le minimum qu'il faut, mais avec un agenda sérieux. L'agenda sérieux, c'est quoi, comme je le disais? Eh bien, la mise en place des forces officielles
sous le chapeau de la mise en place des forces. Ce pays a besoin d'avoir une armée professionnelle, quitte à ce que cette armée professionnelle soit mise en place, puisse quadriller l'ensemble du territoire et soit mise en place par les officiers de la sous-région. Premièrement, la mise en place d'une organisation administrative et politique dans cette région. Mais tant qu'il n'y a pas ça, bon, on ne peut pas s'en sortir. Et troisièmement, qu'on se projette sur une reconstruction également économique. On ne peut pas parler de paix, on ne peut pas parler de stabilité si on ne projette pas la mise en place d'une solution économique. La mise en place d'une solution économique, c'est très simple, je vais simplifier et je pourrais expliquer tout à l'heure. Ce pays a besoin, ce pays est cassé complètement, administrativement, politiquement, cassé militairement et cassé économiquement. Économiquement, certainement qu'il va falloir dans ce pays-là mettre en place un projet de type grand plan, entre guillemets ce qu'on appelait en 1945 pour les Européens le Grand Marshall, le plan Marshall pour donner à ce pays-là les voies et les moyens pour repartir totalement. Parce que quand on va faire des propositions à la fois politiques, des propositions militaires, mais il faut qu'il y ait des moyens financiers pour soutenir toutes ces propositions. Tout ce que j'ai dit là nécessite tout simplement un rassemblement autour d'une table de toutes les forces vives de ce pays, sous le lead, sous la conduite, certes, des forces comme la Russie, de l'ONU, mais surtout sur la conduite de l'Union africaine et des pays frontaliers. Les pays frontaliers, ça ne veut pas forcément dire la CEMAC. Il y a le Soudan, qui est un pays frontalier. Donc, on a intérêt à faire comme ça. C'est l'approche globale pour trouver une solution globale. Et je tiens, et j'en aurai terminé, toutes les solutions qu'on aura approchées auront des implications sur les pays frontaliers. Et en ce moment-là, eh bien, on essaiera de trouver des solutions sur les pays frontaliers. C'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. S'il n'y a pas cette approche globale, on n'arrivera pas à stabiliser ce pays. Parce que ça dure beaucoup longtemps. Les forces présentes sont ultra sensibles. Toutes les ethnies sont ultra sensibles. C'est un pays qui a beaucoup d'avantages. C'est un pays où on parle une seule langue. Je crois qu'on appelle ça le Sangha ou je ne sais pas quoi. Le Sango. Le Sango, voilà. Donc, c'est un pays qui a beaucoup de richesses. Donc, il n'y a aucune raison que ce pays-là ne puisse pas se réunir. Mais il faut un arbitre impartial, totalement impartial, qui puisse apporter une approche globale au plan politique, au plan militaire et au plan tout simplement économique. Merci à vous. Avant de revenir, donc, rappeler ce fait marquant de l'actualité, on va prendre M. Ngangwa qui est au Cameroun. Ngangwa Célestin, bienvenue à l'antenne. Célestin, nous vous écoutons. Vous êtes en direct à présent. Bonsoir. Bonsoir, Guy Fondon. Bienvenue à l'antenne. Bonsoir à tous les panafricanistes ainsi que nos étudiants. Bonsoir. Par rapport au problème panafricain, entre nous, où est-ce que l'OBI a déjà fait une guerre ou une rébellion dans le monde? Étant donné que ce machin qu'on appelle l'OBI, c'est l'un des principaux instruments de l'impérialisme, ils ne peuvent être là pour jouer le jeu de l'impérialisme, c'est-à-dire entretenir des ordres afin de permettre à ces États de bien piller la Centrafrique. Pour moi, la solution que je proposerais pour la Centrafrique, ça ne peut venir que de la zone CEMA. Si les États de l'Afrique centrale se réunissent, ils peuvent faire finir ce désordre en Centrafrique. C'est tant que nous allons à compter du soi-disant l'ONU ou quoi que ce soit, la Centrafrique ne doit jamais connaître ce fait. Donc ce sont les États africains et surtout les États de l'Afrique centrale qui peuvent mettre fin des ordres en Centrafrique. C'était ça ma construction du bonheur. Bonne soirée pour tous les panafricanistes. Merci à vous pour cette contribution au standard de la télévision panafricaine. Avant de poursuivre, donc, on va retourner immédiatement, rappeler le fait marquant de l'actualité sur le continent africain aujourd'hui, tel que retenu par la rédaction de la télévision panafricaine. Il s'agit bien sûr de la République centrafricaine. Et donc rappeler que
qu'une attaque du camp de l'ONU à Bangui, en parlant ici des contingents égyptiens et jordaniens, a eu lieu. Le camp de base des casques bleus égyptiens et jordaniens, à quelques centaines de mètres de la résidence du président de la République, a été attaqué hier nuit par des assaillants. On vous le disait tout à l'heure, une attaque menée sur deux fronts par des personnes donc, qui a duré une trentaine de minutes selon des sources locales. La riposte des militaires égyptiens a repoussé les assaillants. Les tirs ont produit des échos. Vous l'avez suivi tout à l'heure et finalement ces hommes se sont donc dispersés dans la nature. Je vous propose de retourner suivre cette allocution qui a été très attendue tout au long de la matinée du Premier ministre de la République centrafricaine, qui s'est donc exprimé pour faire le point autour de ces événements dans son pays. Tout a commencé, il faut le dire, la nuit au petit matin du 8 avril avec une offensive donc donnée contre des groupes d'autodéfense qui s'aimaient la terreur au PK5. Puis par la suite, ces groupes des éléments de ces groupes ont donc, selon nos sources, attaqué dans la nuit de dimanche à lundi donc le palais, ce camp militaire, cette base situé donc non loin du palais présidentiel. Je vous propose à présent de suivre cette allocution donc du Premier ministre Mathieu Simplice Sarandji qui s'est exprimé pour faire le point autour de cette situation en RCA. Centrafricaines, Centrafricains, chers compatriotes, la capitale centrafricaine vient d'être le théâtre ces dernières 48 heures d'événements dont les interprétations diverses et contradictoires méritent clarification de la part du gouvernement. Premier acte. En effet, les populations du kilomètre 5, situées dans le 3e arrondissement de Bangui, musulmans et non musulmans confondus, ayant longtemps souffert du diktat imposé par les criminels et bandits armés, ont demandé l'intervention de l'État et de la MINUSCA pour mettre hors d'état de nuire le nommé Mimeri Matar Djamous, alias Fox, avec toute sa bande. C'est ainsi que dans la nuit de samedi à dimanche, 8 avril 2018, la MINUSCA a déclenché, avec l'appui des forces de sécurité intérieure à 2 heures du matin, une opération de démantèlement des bases des milices et de désarmement forcé de ces criminels. Les tirs de sommation de la MINUSCA ont fait déplacer les auteurs des crimes, mais n'ont pas conduit à leur arrestation. Bien au contraire, ces bandits armés en ont profité pour saccager le commissariat du 3e arrondissement et incendier des résidences privées au quartier Yakité. Deuxième acte. Dans la nuit du dimanche 8 avril, je voulais dire dimanche 8 avril, au lundi 9 avril, une bande de criminels armés a pris d'assaut vers 23 heures la base des contingents de la MINUSCA derrière le camp Fidel Obrou. La vigoureuse riposte des soldats égyptiens a permis de mettre en déroute les agresseurs dont l'identité et les motivations ne sont pas connues. Le gouvernement a lancé les investigations nécessaires pour en connaître les auteurs afin de les mettre à la disposition de la justice de notre pays. Face à cette accumulation de faits, mettant en péril la sécurité publique, le gouvernement de la République,
voudrait rassurer la population que tout est mis en œuvre pour assurer sa sécurité de jour comme de nuit dans tous les arrondissements de la capitale et sur toute l'étendue du territoire national. Demande à tout citoyen de bonne foi de contacter les forces de défense et de sécurité pour toute information et comportement jugés insolites susceptibles de porter atteinte à la paix civile. Le gouvernement de la République mettra tout en œuvre pour que les miliciens et criminels répondent de leurs actes. Force reste à la loi. Je vous remercie. C'était donc là le Premier ministre de la République centrafricaine, Mathieu Simplice Sarandi, qui s'exprimait donc autour de ces événements survenus en RCA. Il y a d'abord eu cette opération menant donc à désarmer les groupes d'autodéfense du PK5, et puis par la suite, ceux-ci ayant été dispersés là-bas, ont mené donc une attaque contre un camp de la MINUSCA, un camp qui abrite les contingents égyptiens et jordaniens, ceux qui sont situés d'ailleurs à 100 mètres seulement du palais présidentiel, ce qui a fait penser à certaines, à certains résidents de Bangui, que l'attaque, que l'offensive que cette attaque était directement donc orientée vers le palais. Oui, en l'état actuel, compte tenu de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, de toute façon, l'objectif est de ces attaques. On ne sait pas qui, les investigations sont en cours. Mais l'objectif de ces attaques, c'est en fait de déstabiliser une fois de plus les institutions existantes. Mais c'est quoi les institutions existantes dans ce pays? Vous avez les forces de l'ONU. Vous avez les forces aussi centrafricaines qui sont là. Mais vous avez l'autre partie institutionnelle, je dirais politique, c'est-à-dire la présidence, le gouvernement. Donc, en effet, si on veut déstabiliser, je dirais, une nation et un peuple, on s'attaque bien évidemment à ces institutions. Il se pourrait, c'est le cas, que ces institutions que je viens de citer sont réunies dans une zone géographique extrêmement limitée. Donc, bien évidemment, dans l'ordre des choses, tout stratège commencerait d'abord à s'attaquer à quoi? C'est-à-dire aux forces militaires. Donc aux forces de l'ONU, pour déstabiliser un petit peu les forces de l'ONU. Une fois qu'ils sont maîtrisés, le couloir est ouvert vers les forces politiques, vers les institutions politiques, c'est-à-dire la présidence de la République, oui, qui était située à seulement 100 mètres. Oui. À 100 mètres. Qui est située à seulement 100 mètres. Voilà, oui. Pas loin. Donc à partir de ce moment-là, je crois qu'on voit très bien ce qui pointe derrière. On voit très bien. C'est pour cela que je pense que, en l'état actuel, il faut certes mener de facto, de manière rapide, les investigations nécessaires, qu'on puisse arrêter ces responsables. D'où qu'ils viennent, pour le moment, mon but, mon objectif ou mon propos n'est pas d'incriminer tel ou tel parti. Mon propos est de maîtriser les auteurs de ces troubles, d'une part, et d'autre part, de faire en sorte que l'ordre revienne. L'ordre, c'est quoi? C'est déjà sauvegarder les institutions existantes, les conforter dans leur position actuelle, c'est-à-dire le président et son gouvernement, les forces militaires présentes. Et, bien évidemment, de consolider fortement encore les forces militaires en présence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mettre en place sur l'étendue du territoire des forces de garnison, des gendarmes, composés des gendarmes et des militaires, qui soient capables tout simplement d'assurer la sécurité aux frontières. Et à l'intérieur, c'est-à-dire de toute la ville de Bangui. Donc à partir de ce moment, et au même moment, faire appel aussi aux pays voisins. Et au même moment, il faut absolument que le gouvernement invite une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères. C'est le minimum qu'on puisse faire des pays voisins. Pas seulement de la CEMAC, mais j'ai dit des pays voisins frontaliers dans ce pays-là. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra y aller. Et le chemin est très long. C'est quand même plus de 10 ans de guerre. Et d'ailleurs, les instabilités dans ce pays datent au-delà de 10 ans. Donc il faut qu'on puisse avoir une démarche. Et ça, je dis très bien que l'impulsion, le conseil, l'institution, le lead, la tête qui doit accompagner tout ceci, c'est l'Union africaine, c'est son rôle.
C'est son rôle. Il a passé, je dirais, le 30e sommet. C'est son rôle. Et nous avons actuellement un président de l'Union africaine qui a pris les initiatives dernièrement et que nous tous nous soutenons. Donc l'Union africaine doit impulser rapidement la démarche et pousser, bien évidemment, les pays frontaliers de la sous-région à aller vers une solution et à accompagner ce pays. Sans la stabilité de ce pays, alors nous tous, eh bien, l'instabilité nous guette à tout moment dans nos frontières. Alors, vous êtes pour une solution régionale, également continentale, une solution panafricaine avec l'Union africaine. Vous pensez que ces organisations, que les organisations qui représentent ces régions, eh bien, pourraient aujourd'hui apporter quelque chose de nouveau quand on sait qu'avant cela, eh bien, ces organisations s'étaient déjà engagées. Elles pourraient apprendre des événements passés. Et, voilà, on va maintenant prendre quelques appels avant de revenir pour mettre la clé sous le paillasson. Monsieur Yao, vous nous retrouvez depuis la France. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon très cher Guy Fondant. Bonsoir. Je te remercie de m'avoir donné la parole. Et moi, je vais dire ceci. En préambule, mon cher frère Guy Fondant, tu te souviens, il y a quelques semaines, il y avait eu cette question d'empoisonnement à Londres et en Angleterre. Oui, oui. Empoisonnement d'un espion russe. Monsieur Guy Fondam, dans quelques minutes, toute l'Union européenne et les Occidentaux, ils ont pris position tout de suite. Les minutes qui viennent, les minutes qui ont suivi, tout de suite, c'est là réactif. L'Union européenne, les Occidentaux. Quand il s'agit de la Guinée équatoriale, le mois de décembre dernier, il faut voir combien de temps les Africains ils ont eu du mal à réagir, l'Union africaine. Le silence de l'Union africaine et les organisations sous-régionales. C'est incroyable. On a le sentiment que nos dirigeants vivent sur une autre planète. L'inefficacité de nos dirigeants. Qu'est-ce que nous, pourquoi jusqu'à présent, l'Union africaine et les organisations sous-régionales ne peuvent pas demander avec la Russie, avec laquelle nous travaillons curieusement en ce moment, qu'on fasse la pression sur la France, qu'on enlève l'embargo qui est toujours sur la tête de la République centrafricaine. Sinon, mais nous faisons tout de bricolage. Nous soutenons le bricolage pour soutenir l'Union africaine, la région. On doit faire la pression sur l'Afrique. Donner la liberté à la République centrafricaine de pouvoir s'armer pour que ce pays soit un pays souverain, un pays comme on peut dire, un vrai pays. Mais ce n'est pas qui va le soutenir, mais non. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités. S'ils sont incapables de prendre leurs responsabilités, la Russie peut le faire. Comment est-ce que la France peut à elle décréter qu'un pays souverain soit mis sous l'embargo? Ça, on peut tout dire. On peut envoyer les Congolais, les Tchadiens, sur ce coup du bricolage. Sur ce coup de bricolage. Ce pays a besoin vraiment d'une armée. Qu'on foute la France dehors. On doit foutre la France dehors, nous le savons tous. Et voilà ce que nous avons dit. Mais je le disais tout à l'heure. Si les choses se passaient en Europe, il y a tout de suite une réunion spéciale à Strasbourg ou bien à Bruxelles. Quand il s'agit de chez nous, personne ne dit rien. Chaque État est dans son coin, on n'étend plus personne. Il faut que l'Union africaine doit faire son travail. Moussa Kébir qui est là-bas, il faut qu'il fasse vraiment son travail. Pourquoi on l'a élu? Voilà ma proposition, ce que je pense. Et vraiment, c'est pitoyable pour ceux qui nous dirigent. Merci, mon cher Guy Fondam. Et le monde, c'est nous.
Merci à vous, Monsieur Yao, depuis la France. Et également, voilà, rappeler pour revenir au sango tout à l'heure, c'est une langue donc parlée par un peu plus de 350 000 centrafricains. C'est la toute première, mais il y en a plusieurs autres. Voilà, c'est un clin d'œil de la rédaction panafricaine qui nous signale qu'il y a également qu'à côté du sango, on a le banda qui est parlé au sud du pays. On a le banda, le bokoto, le nganou, le ngawa. Il y en a beaucoup, mais le sango est bien sûr celle qui se place en tête de toutes ces langues en termes d'effectifs de centrafricains, l'utilisant au quotidien comme langue véhiculaire. On va poursuivre. Oui, on reviendra vers vous, bien sûr. On va poursuivre plutôt avec ce téléspectateur qui arrive à l'instant. Bonsoir. Monsieur Nguessan, vous êtes en Belgique. Bonsoir. Alors, que vous inspirent ces événements qui nous parviennent de la capitale de la République centrafricaine? Alors, bonsoir, Monsieur Guy. Bonsoir, le panel. Bonsoir. Les techniciens, le standard et les braves Africains qui nous suivent, qui aimeraient voir l'Afrique libre. Eh bien, c'est tellement choquant de voir que l'Union africaine, toujours muet au grand rendez-vous de l'Afrique. Je suis honteux, autant j'aime l'Afrique, autant je suis fier d'être africain. Je suis malheureux de constater que au grand rendez-vous de l'Afrique aujourd'hui, où l'Afrique a besoin des dignes fils d'Afrique, de ceux qui sont censés nous diriger, être muets face à des enjeux aussi importants qui nous concernent. Pourquoi faut-il que les Européens décident de notre devenir? Vous voyez, si les Africains même ne réagissent pas, ne sont pas, en fait, nos élites, nos dirigeants ne sont pas concernés par le problème de l'Afrique. Voyez-vous, aujourd'hui, tout le monde tire, je vais dire tout le monde en Europe ou en Occident, tire sur la Russie. Le simple fait de ses positionnements géopolitiques et stratégiques dans le monde aujourd'hui fait que pour l'histoire de l'empoisonnement qui est concerné par les dirigeants russes ou pas, vous voyez que ça s'est passé à Londres, enfin je vais dire au Royaume-Uni, et tous les Européens s'y sont accordés pour sanctionner la Russie. Voyez-vous? Aujourd'hui, nous avons l'Afrique qui est dominée depuis des siècles, qui est maltraitée. On est riche et on ne profite pas de nos richesses. Les gens viennent créer des conflits chez nous et nos dignitaires sont là muets. Leur sport préféré, c'est de vendre nos pays et de s'enrichir eux-mêmes personnellement. Et j'ai honte de cela. Et je pense que les Africains en ont marre de cette situation-là. Il faudrait l'unité africaine qu'on désire, qu'on parle depuis Kwame Nkrumah, depuis les vrais dignes fils d'Afrique, qui est Thomas Sankara, je vais passer, permettez-moi, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui veulent nous diriger, qui viennent, qui ne font rien? Pourquoi est-ce que c'est l'Afrique qui doit subir ce genre d'humiliation? Nous sommes en 2018, au XXIe siècle. S'il vous plaît, messieurs les dirigeants, venez pas au pouvoir alors, hein? Ne vous présentez pas pour diriger les différents pays. L'enjeu est tellement important que ce que vous faites est tellement ridicule. Vous venez pourquoi finalement? J'attire l'attention de ceux qui vont prétendre venir au pouvoir très prochainement, d'être vraiment des patriotes, que l'enjeu africain est tellement important. Nous sommes comme emprisonnés chez nous. On a tout pour être,
pour s'en sortir, mais je constate que, au même titre que le dominateur, que le prédateur, nos chefs d'État, excepté ceux qui font des efforts, qui essaient de travailler, et Dieu seul sait que de nos jours, il y en a qui font des efforts, mais malheureusement, la majorité sous-traite, donc ils ne sont pas mieux que ceux que nous dominent aujourd'hui. Pour la simple raison que ils ont donc la facilité de piller avec eux, d'avoir la belle vie avec eux, et le reste peut mourir. C'est pas leur problème. Je vous en prie, vous qui nous dirigez aujourd'hui, on a besoin d'autre chose que cela. Quand vous venez, c'est pour vous battre, pour qu'on soit libre. Profite de ces richesses. Je vous remercie, monsieur Guy. Merci à vous pour cette intervention. Voilà, il est 18h GMT, c'est la fin de l'émission. Avant de partir, Jean Guem, je vous donne encore la parole pour un dernier petit mot, en quelques secondes seulement, et puis nous sortons définitivement de cette édition en quelques petits mots, parce que sinon on sera rattrapé par le générique. Très bien. Merci beaucoup. Et je voudrais saluer tous les intervenants. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que il y a un intervenant qui a parlé de l'embargo. L'embargo, on peut la contourner, donc ce n'est pas un problème bloquant aujourd'hui. Cela dit, il est nécessaire de lever cet embargo-là pour pouvoir donner les moyens aux forces de sécurité centrafricaines. D'une part, d'autre part, on a fait la remarque tout à l'heure que les pays de la zone CEMAC ont déjà échoué. Oui, mais les faits sont têtus. Alors aujourd'hui, je pense que ces mêmes pays qui ont échoué peuvent reprendre ce dossier-là, surtout sous l'impulsion de l'Union africaine, avec à la tête à laquelle actuellement nous avons un homme très fort. On le voit dans ses actions et ses initiatives, y compris à l'intérieur de son pays, c'est-à-dire le président Kagame. Donc, il y a de fortes chances qu'on puisse y arriver. Et je pense que si l'impulsion de l'Union africaine est présente, eh bien, ça va donner un coup de pouce à l'Union, je dirais, sous-régionale. Et je pense aussi que l'initiative aussi doit aussi venir, je dirais, des institutions existantes, c'est-à-dire du gouvernement actuel avec son président, qui doit au minimum convoquer une réunion de ministres des Affaires étrangères. Mais il ne faut pas se limiter dans la zone CEMAC. Il faut rassembler tous les pays frontaliers, y compris le Soudan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je résume en partant, avant de vous quitter, que la solution, c'est une solution globale qui concerne tous les pays frontaliers, y compris la Centrafrique. Et c'est une solution globale qui doit être fondée tout simplement sur une approche politique, l'organisation administrative, politique et démocratique de ce pays, sur une restructuration, une construction, je dirais, de l'armée de ce pays-là, qui doit être une armée professionnelle, quitte à ce que pendant un certain temps, qu'elle soit conduite par les officiers des pays qui disposent des armées professionnelles. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Tchad et d'autres pays autour, et une solution économique. Une solution économique, et bien évidemment, quand on aborde une solution une solution politique, organisation administrative et politique, quand on aborde une solution militaire, il faut des moyens économiques. Donc nécessairement, c'est là où je fais appel à l'Union africaine pour donner l'impulsion, c'est-à-dire les moyens financiers qu'il faut, pourquoi pas imaginer un plan Marshall dans ce pays-là avec des conséquences économiques sur les pays frontaliers. Un plan Marshall. On va vraiment sortir par là, le générique qui est déjà là, oui. Je fais appel à tous les dirigeants africains de s'occuper de ce problème. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Jean Guem, d'avoir effectué le déplacement du plateau et pour vos analyses géostratégiques autour de ces faits marquants en République centrafricaine. Merci à tous les téléspectateurs de la télévision panafricaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Merci. C'était bon, bravo, tu es un bon toi. L'Afrique veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on constate quelle est la position du gouvernement. La récréation est terminée.